Est-ce qu'on est prêt? Tania, tu peux venir près de moi. Je vous présente Tania, qui est la nouvelle bénévole aide-soignante qui va travailler à nos côtés auprès de la Fondation pour aider les personnes âgées à domicile. Donc merci Tania d'être là. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci, merci. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Vous êtes une vingtaine, donc une vingtaine de victimes pendant cette crise sanitaire à avoir été pris en charge par notre fondation. Vous connaissez tous notre travail, notre organisation. Donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet maintenant, mais vous devez savoir tous. Aujourd'hui, nous sommes le 24 mars 2025. Donc, pour ne pas me tromper, vous avez une phrase bien simple. C'est la journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l'homme et pour la dignité des victimes. Voilà pourquoi donc, cette journée est importante à mes yeux, vu le nombre de décès qui est survenu pendant mon exercice de médecin depuis 2020. Avant de commencer, on va accorder à Véronique qui est présente aujourd'hui une minute de silence, puisque Hussein, son frère de cœur, est décédé hier matin, de privation de soins, de privation de dignité, de maltraitance. Donc une minute de silence, s'il vous plaît, merci. Voilà, merci. On n'a pas chronométré, mais on parle avec le cœur. Hein, donc, encore condoléances, Véronique, merci d'être là. Je voudrais vous informer que la conférence de presse, c'est la première fois que ça arrive, mais je suis obligé. Nous avons la présence donc de Monsieur l'huissier de justice. Monsieur le justice qui a donc constaté la présence aujourd'hui des victimes. Donc il y a beaucoup de victimes qui sont là, vous êtes là. Il y a beaucoup de victimes qui auraient voulu être là, mais qui sont alitées, sous oxygène, grabataires, comme Yannick dans le film. Et il y a des victimes qui sont décédées. Hussein aurait tant voulu être là aujourd'hui, et Edmond, qui est décédé il y a 1 an aussi. Mon frère là-haut, évidemment, maltraitance, et tous ceux qui sont là-haut et qui ont été victimes de maltraitance et de privation de dignité. Donc merci monsieur le juge de justice. Donc je le répète, il n'y a aucun journaliste, donc ils ont tous été invités, et il n'y a aucun journaliste pour ce grave problème, cette grave injustice de la maltraitance invisible auprès de nos personnes vulnérables et âgées qui sont isolées, abandonnées, oubliées, sacrifiées et qui sont vouées à une mort pas parce qu'ils sont âgés, mais parce qu'ils n'ont pas de soins en temps et en heure. Je remercie simplement donc Philippe, qui représente BAM, donc c'est le seul média aujourd'hui présent, qui est donc Belgian Media Alternative. Merci Philippe d'être parmi nous et de laisser une trace par rapport à cette conférence qui est exceptionnelle et historique. Je n'ai jamais connu ça de ma vie. Nous sommes donc dans cette journée de la vérité. Donc je dois vous la dire, la vérité. Donc tout ce que je vais vous dire, tout ce qui est enregistré, est toujours source de preuves, de témoignages, de dossiers médicaux. Et il n'y a rien qui vient de ma conscience, de ma mémoire. Tout est acté. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes de cette privation de dignité. Donc nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la dignité. La dignité est un mot qu'on entend souvent, mais ce n'est pas un mot que l'on combat. Cette dignité humaine, elle fait partie donc du code de déontologie du médecin, donc du serment d'Hippocrate. Elle fait partie des codes des magistrats, de la police, des journalistes, de tout un ensemble de personnes qui sont censées se battre pour la vérité et pour la dignité. Et elle ne l'est pas aujourd'hui. Donc je peux le dire, après des milliers de prises en charge, c'est que la dignité, la maltraitance, tout ça est invisible et tout ça est silencieux jusqu'à être ignoré par des personnes importantes pour cette justice, qui sont donc des magistrats, des procureurs du roi,
des juges d'instruction, des avocats, tous ceux qui sont censés se battre pour nos droits fondamentaux. Alors oui, c'est le droit à la vérité pour la violation flagrante des droits de l'homme. Vous devez savoir que les droits de l'homme, ce sont des impositions, on doit obliger à ce que ça soit respecté pour la vie de chaque être humain. Il y a la dignité humaine, il y a le droit à la vie, il y a le droit à l'intégrité physique et morale, il y a le droit à ne pas subir de discrimination. Or, quand on agit envers des personnes âgées, c'est une forme flagrante de discrimination. Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne peut pas être soigné. Et ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on doit massacrer et mépriser leur dignité. Alors évidemment, la justice ne faisant pas leur rôle, on est obligé, donc pendant 10 ans, auprès de Mme Befumeau, auprès de notre association médico-sociale, se battre par des actions, des réalisations, pour pouvoir sauver un maximum de personnes qui sont devant la mort et qui sont en privation de soins. Je voudrais signaler que vous êtes là en tant que victime, mais vous êtes là aussi avec force et courage. Puisque Véronique a perdu son frère hier, elle est là pour témoigner, elle était là dans notre film, on en parlera après parce que je dois aussi remercier Gilles Bréac qui est présent aussi, notre réalisateur et homme de cœur qui a fait ce film, Vérité, mais Véronique est présente. Nous avons Nicole qui est là, donc qui a fait 190 km de Malmedy pour assister à cette conférence de presse alors qu'elle a été prise en charge à plusieurs reprises pour des pneumonies, des septicémies, où on n'était pas censé l'avoir aujourd'hui si on avait appliqué ce protocole d'hôpital qui ne soignait qu'avec du Dafalgan, avec du paracétamol. Donc merci Nicole d'être là, merci Véronique d'être là. Et alors vous êtes tous là, donc Alfred, je te vois, merci d'être là aussi, puisqu'il a été interdit de voir son épouse pendant plusieurs mois à l'hôpital, parce qu'elle avait la Covid et parce qu'elle avait des complications, interdiction de voir, de parler et de simplement être devant le lit de son épouse. Alfred, merci d'être là. Et alors évidemment, vous êtes tous témoins. Solange, que je ne sais pas où elle est, mais Solange, elle est là. Solange aussi. Elle est rentrée à l'hôpital avec des douleurs abdominales il y a quelques semaines, il n'y a pas si longtemps que ça. Et après 3 jours, son infection était toujours présente. Je m'inquiétais, j'alertais l'hôpital. On ne faisait rien. Et après 3 jours, à ma demande, on a fait un scanner en urgence et elle avait une appendicite foudroyante. Si on n'avait pas opéré Solange, elle était aussi parmi ceux qui sont là-haut. Donc voilà, ce sont tous des victimes. Ce n'est pas des victimes simplement par le fait d'être bousculés ou d'être agressés verbalement. Non, ce sont des abstentions coupables de soins. C'est vraiment des négligences jusqu'à en perdre la vie. Et il y a quelques jours, j'ai été confronté de manière directe à un monsieur de 100 ans qui présentait une infection constatée par les ambulanciers qui habite Bruxelles. Donc j'ai promis aux ambulanciers d'aller le consulter le jeudi matin, donc le lendemain matin. Et au moment où à peine rentré dans cette maison, je vois une équipe de soins palliatifs venir sur ordre médical du médecin qui est en vacances, donc qui n'a pas examiné ce monsieur, qui n'a pas obtenu de consentement éclairé. Et ce monsieur de 100 ans allait subir une injection donc, dans le but d'abréger sa vie. Donc on était dans une forme d'euthanasie complètement dissimulée à l'insu du patient, à l'insu de la famille. Et donc ce dossier est entre les mains donc, de la justice. Et aujourd'hui, je fais main basse sur les 5 ans qui viennent de passer, je parle d'aujourd'hui. Comment maintenant le docteur Bouillon, Mme Befumeau et la Fondation vont-elles continuer à se battre pour pouvoir empêcher ces personnes âgées d'être sacrifiées? On est aujourd'hui dans le mot sacrifié. Donc ça veut dire que si vous allez aux urgences, on vous demande votre date de naissance et vous allez alors en gériatrie avec un protocole de la mort. Si vous appelez une ambulance, on l'a vécu avec Hussein, il faut attendre une demi-heure pour que l'ambulance arrive. Si pour quelque raison que ce soit, on est à l'hôpital, on aura un minimum de soins, un minimum d'examens
Et quand le médecin l'a décidé, eh bien, il peut mettre fin à votre vie, alors que vous avez encore de nombreuses années à vivre avec un bon diagnostic et avec une bonne prise en charge. Je reproche à beaucoup de médecins généralistes, tant pis, je le dis, j'ai ma liberté d'expression, mais je reproche à beaucoup de médecins généralistes de fonctionner par téléphone, par ordinateur, avec des consultations téléphoniques, alors qu'il faut examiner les personnes en présentiel de manière rapide, précoce, pour que le diagnostic soit posé et un traitement soit mis en place le plus vite possible, puisque nous avons affaire à des personnes âgées, vulnérables, fragiles, donc faibles, isolées, abandonnées. Et donc plus tard on agit et plus vite la mort fait son œuvre. Hussein a pris son diagnostic la veille de son décès. Donc ça veut dire un diagnostic terriblement, puisque quand on parle d'hypertension, de diabète, de cancer et de cancer généralisé, ce sont des diagnostics. Donc être dans l'ignorance de sa santé pendant autant de mois et d'années, c'est un assassinat. Maryse, tu as connu ça aussi, hein, puisque tu as eu par téléphone ton médecin qui a dit, parce que tu tousses, tu as la Covid, et ce n'était pas la Covid, loin de là. Tu es là pour témoigner aussi, c'est dans le film. Alors, pour ne pas parler cas par cas, mais je demande, pas à vous, puisque vous êtes beaucoup d'acteurs dans ce film, je demande simplement à chacun qui peut être un jour concerné à la maladie, à la souffrance, mais simplement de visionner ce film qui est accessible quand même sur YouTube, donc qui ne coûte rien. Ce sont vos témoignages, c'est un film de vérité, c'est un film documentaire, et ce film maintenant est entre les mains de la justice. Donc les procureurs du roi, les juges d'instruction sont maintenant en possession de ce film, et l'ordre des médecins aussi. Alors, comment un généraliste en est venu là? Ben, c'est parce qu'il faut simplement se battre pour respecter son serment. Donc oui, j'ai eu des contraintes, oui, j'ai eu des pressions pour suivre un petit peu cette volonté de ne pas soigner les personnes âgées, et surtout pendant la crise Covid. Eh bien non, j'ai dit non. J'ai dit je respecte le serment, je respecte la loi du patient, je respecte le code pénal, parce que le code pénal est précis. Il y a de la non-assistance à personne en danger, il y a les abstentions coupables de soins, il y a les négligences, il y a l'abus de confiance, l'abus de faiblesse. Tout ça est dans le code pénal. Vous avez une loi pour vous protéger, que vous savez parce que j'en parle depuis longtemps. Et puis vous avez ce serment d'Hippocrate, qui n'est pas un serment pour soigner, pour traiter avec des médicaments, c'est simplement un serment qui met une relation entre le médecin et son patient, pour que, quelle que soit la souffrance dans laquelle est son patient, il doit trouver une solution, il doit être dans le droit à la vie, dans cette dignité, dans cette information, et toujours être dans une vocation, dans un devoir d'aider la personne âgée, de la soigner et de la protéger. Alors évidemment, ce film est maintenant en train d'être un petit peu décortiqué par la justice, par l'ordre des médecins, mais combien de personnes sont décédées et qui n'ont pas eu droit à cette dignité, qui n'ont pas eu droit à cette attention, qui n'ont pas eu droit à des soins de qualité. Ce qui est arrivé à ces personnes qui sont là-haut, ça peut vous arriver maintenant aujourd'hui. Vous savez que si vous allez aux urgences, vous n'êtes pas monsieur et madame qui viennent pour une pneumonie ou un problème cardiaque ou un problème respiratoire. Vous êtes une date de naissance, vous êtes un numéro national, vous êtes dans une voie qui va vers la gériatrie ou qui va vers des services de qualité en fonction de votre âge. Oui, je vais me battre jusqu'au bout, et je voudrais quand même insister pour que vous soyez tous au courant que depuis maintenant 5 ans, je passe un temps fou la journée et la nuit à transmettre des mails, à transmettre des demandes d'être entendus par les ministres de la Santé, par des bourgmestres, par des échevins, par toutes les personnes, par des magistrats aussi, toutes les personnes qui sont censées prendre des décisions pour améliorer cette médecine sur le terrain, de prendre en charge des personnes dans les meilleures conditions possibles. J'ai une censure extrêmement virulente, jusqu'à des accusations à tort, jusqu'à des dénonciations calomnieuses, jusqu'à une suspension à l'ordre de 9 mois que j'ai effectuée. Mais la justice me donne raison, lentement mais sûrement. La justice est lente et la mort est rapide.
Alors voilà pourquoi, en tant que médecin, je suis en souffrance quotidienne, parce qu'il faut aller vite quand on est dans une urgence médicale, et la justice, elle ferme les yeux. Le plus bel exemple, c'est dans le film, le premier cas qui est dans le film, eh bien, ce monsieur Patrick a attendu 8 mois pour avoir un diagnostic d'un cancer du pancréas sans avoir été examiné par son médecin traitant. J'ai déposé une dénonciation donc judiciaire auprès du procureur du roi en janvier 2024 et ça n'a toujours pas évolué. Donc même une dénonciation judiciaire qui peut être déposée par un médecin parce qu'il connaît des secrets de famille, parce qu'il connaît des secrets médicaux, parce qu'il a un secret professionnel, eh bien, il peut violer son secret parce qu'il y a des délits, parce qu'il y a des homicides, parce qu'il y a des tentatives d'assassinat, parce qu'il y a des personnes qui sont décédées par négligence et par abstention de soins. N'oubliez pas que je me bats pour les personnes âgées. Pourquoi le docteur Bouillon se bat-il pour les personnes âgées? Parce que c'est simple. Le docteur Bouillon était victime, quand il s'appelait David Bouillon et qu'il était enfant, il a été victime de maltraitance par son père. Et qui est venu tendre la main à ce gamin qui était violenté entre 4 murs? C'était sa grand-mère. C'était sa grand-mère que j'appelais Bobonne. Et j'ai toujours émis la promesse que quand elle aurait besoin de moi plus tard, je serai là. Et c'est ce qui s'est passé, parce que la vie n'est pas un hasard. Un jour, elle m'a contacté, elle m'a dit David, ton père m'a mis dans une maison de repos contre ma volonté, je suis malheureuse, je vais me laisser mourir si tu ne viens pas me chercher. J'ai été la chercher, elle est décédée à mes côtés et aux côtés de Mme Béfumeau jusqu'à ses 92 ans, et elle est décédée dans la dignité. Et ce qui s'est passé pour ma grand-mère se passe dans mon devoir, dans ma vocation, pour toute personne âgée qui est en difficulté. Alors oui, Nelly, je m'excuse, et je m'excuse auprès de Nelly et d'autres, quand les entonnoirs sont pleins, David ne s'est pas allé en même temps aux 4 coins de la Belgique pour tendre la main. Encore une mauvaise nouvelle maintenant aujourd'hui, une mauvaise nouvelle hier. Je ne peux pas, je suis épuisé, je suis fatigué. Ça fait 10 ans que nous menons ce combat. Je n'ai pas de vie privée, je ne pars pas en vacances, je ne vais pas au restaurant. Elisabeth, c'est la même chose, elle se dévoue pour ses patients. Et voilà pourquoi nous avons la joie d'accueillir auprès de notre fondation Tania, qui est aide-soignante, parce que nous n'avons pas beaucoup d'infirmières autour de nous, nous n'avons pas beaucoup de soignants, nous n'avons pas beaucoup d'aide. Oui, beaucoup de gens parlent, mais peu de gens agissent. Et donc nous allons le faire tous ensemble. On est ensemble depuis déjà de nombreuses années. On va continuer ensemble, mais aujourd'hui, j'ai deux combats à mener. Je dois mener le combat que je faisais donc en tant que médecin pour aider, soigner et sauver un maximum de personnes. Et je dois me battre pour sauver ma peau devant maintenant des tribunaux correctionnels, parce qu'on veut vraiment ma peau. On veut vraiment que j'arrête de tendre la main. Et ça, je ne me permettrai jamais de le faire. Et donc, c'est 2 combats qui sont assez virulents et importants. Donc, nous sommes le 24 mars. Jeudi, je suis donc auditionné par la police parce que c'est moi qui porte plainte pour tout cet harcèlement et cette cabale et cet harcèlement que je vis donc depuis de nombreuses années. Et vendredi, je suis devant le tribunal correctionnel de Mons suite à un acharnement d'une commissaire de police qui a menti, qui a mis en route des fausses accusations, qui a fait entendre des témoins qui ont menti, et donc le procureur du roi a été trompé par cette commissaire de Mons. Il y a une plainte contre elle, oui, mais le mal est fait. Le mal est fait, j'ai été suspendu 9 mois, je n'ai pas pu soigner des personnes pendant 9 mois, et je suis en manque d'énergie pour soigner plus de personnes aujourd'hui, puisque une conférence de presse, des conférences, des alertes et du temps à faire passer l'information, mais c'est du temps que je ne sais pas faire mon devoir de médecin. Donc merci à Elisabeth en tout cas d'être à mes côtés, parce qu'il y a déjà longtemps que je ne serais plus là, si elle n'avait pas été là. Merci à notre petite fille Marie, qui est à la fin du film, qui fait cette belle phrase qu'après le verbe aimer, le verbe aider est le plus beau verbe du monde. Hein, elle nous le dit souvent. Donc il faut aider. Il faut maintenant tous être solidaires, même si vous avez le sentiment d'être en bonne santé. Un accident, une maladie, et on l'a vécu avec Hussein cette semaine-ci, la semaine passée, on l'a vécu il y a quelques jours avec Hussein, une maladie, une agression, n'importe quel événement peut faire basculer votre vie
d'avoir cette dignité qui s'éloigne, la mort qui se rapproche, et si vous n'avez pas une main qui se tend, ben vous êtes dans l'au-delà. Donc, un message à titre personnel, c'est que Véronique maintenant cherche un logement sur Mons, parce qu'elle a tout perdu sur Charleroi. Nous avons une négligence de nombreux services publics, je dois le dire. Donc, quand je parle de services publics, je parle de la justice, je parle de CPAS, je parle de tous les organismes qui sont censés aider les personnes à domicile. Il y a une négligence, il y a des oublis, il y a un manque de responsabilité. Et donc nous devons, nous citoyens, faire le travail de ceux qui sont payés pour le faire. L'argent doit servir pour aider nos citoyens et pas pour aider le monde entier. Donc c'est important, moi je me bats pour la dignité, cette dignité n'a pas de prix. Il faut d'abord que ce soit la priorité de chacun. C'est dans les codes de tout le monde, c'est dans la loi, c'est dans tout ce qui est code pénal. Battons-nous tous ensemble pour la dignité. Et voilà, donc j'espère que cette conférence de presse pourra rassembler un monde important en fonction de la conscience, en fonction maintenant de la mission qu'il faut mener sur Terre. On est dans une société déshumanisée, on est dans une société égoïste, on est dans une société où c'est l'argent qui prime. Alors choisissez. Ou bien on est du côté du bien ou on est du côté du mal. Mais il faut quand même que cette santé, cette dignité, ce droit à la vie, ce droit à l'intégrité puisse être le lot de chacun, parce que c'est un combat que je mène pour les personnes âgées, mais ça peut être aussi un combat que je peux mener pour les enfants, parce que les enfants aussi subissent de la maltraitance, et le mot maltraitance peut être adressé à n'importe quelle personne de notre société. Mais nous avons une obligation d'arrêter cette discrimination, d'arrêter cette justice qui ne fonctionne plus, et ces magistrats qui sont dans le déni et qui ferment leurs yeux sur des injustices qui laissent mourir des personnes. Donc voilà, vous avez un petit peu l'actualité en ce moment. Merci encore Tania, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Alors, évidemment, nous sommes dans une son. Merci Gilles. Mais Gilles, si tu veux bien venir près de moi, parce que c'est Gilles qui l'a conçu, donc merci, merci. Nous avons sur notre chemin des personnes au grand cœur, comme vous, puisque vous êtes là. Mais nous avons donc un monsieur qui m'a téléphoné donc, il y a quelques jours et qui se propose de nous aider à mettre en création, une création, c'est-à-dire un éditorial pour pouvoir être distribué dans les boîtes aux lettres. Ça veut dire que des moments où il y a une censure, des moments où je suis dans l'impossibilité de transmettre des informations médicales qui sont capitales, dont la prise de sang. C'est déjà un exemple terrible. Une prise de sang peut vous donner votre bilan de santé, avec des marqueurs cardiaques, avec des marqueurs de cancer, avec des marqueurs d'infection, des marqueurs de risque de thrombose. Une prise de sang complète peut sauver des vies, peut vous empêcher de vous retrouver à l'hôpital trop tard. Et donc, ce monsieur m'a contacté et il offre ses services pour pouvoir faire donc distribuer ce éditorial. Et Gilles, encore Gilles, il est à nos côtés dans cette mission. Il est le réalisateur donc, du film, qui est un film qui a été fait avec le cœur, sans recommencer les scènes, sans lire des textes. Ce sont les personnes âgées victimes qui ont parlé avec leur cœur, et toi tu as su mettre ces témoignages poignants dans une boîte, dans un film, et je dis merci Gilles. Et Gilles donc a confectionné ce éditorial qui est donc le Dignité en action de la Fondation, qui sera donc dans les boîtes aux lettres, et on va essayer donc d'informer au maximum les citoyens qui ne le sont pas. Donc les protocoles, la loi du patient, vos droits. Les droits quand vous êtes victime de maltraitance, quand vous êtes victime d'un administrateur de biens, quand vous êtes victime de toute forme de maltraitance, il faut quand même que les citoyens connaissent leurs droits. Il y a un code pénal, il y a un code civil, il y a une loi du patient. Vous devez être au courant de vos droits, parce que ça dépendra de votre vie. Votre vie dépendra de ce que vous allez faire. Ne faites plus confiance en l'autre, ne faites plus confiance en cette médecine qui veut peut-être être dans une direction opposée à la vie. Il faut que vous preniez votre santé en main.
Et donc Gilles, si tu as un petit mot à dire concernant ton film, parce que c'est toi qui l'as réalisé, donc j'aimerais bien quand même que tu fasses un petit mot, parce que ce film, par YouTube, atteint maintenant les 20 000 vues, donc je suis content que ce film prend de l'essor, mais 20 000 vues, alors que ça devrait être vu par chacun, puisqu'il n'y a aucun intérêt financier derrière ce film, c'est simplement entendre les témoignages, entendre les victimes. Donc quand une personne est victime d'injustice, elle a le droit d'être entendue, elle a le droit d'être protégée, d'être aidée, et même des femmes, même des femmes qui sont battues, même des enfants qui sont battus, comme je l'ai été en 1970, mais je vois que ça n'a pas changé. Il y a toujours le parcours du combattant pour exprimer sa souffrance et pour exprimer qu'on a besoin d'aide et de protection. Donc voilà, si tu veux peut-être dire un petit mot. Ça sera un tout petit mot, mais tout simplement les témoignages que j'ai eu l'opportunité de filmer grâce à David sont tellement parlants que le film s'est fait tout seul. Donc tout ce que j'ai mis autour, j'ai même pas dû beaucoup réfléchir parce que tout allait de soi. Donc en réalité, les seules personnes qui sont à remercier et à mettre en avant, c'est toutes les victimes qui ont témoigné dans ce film, tout simplement. Voilà. Oui, mais tu es humble, si, parce que il y a une réalité, mais tu as composé la chanson du générique qui est quand même formidable, les paroles sont terribles. Tu as quand même pu mettre dans ce film ce serment d'Hippocrate, que moi je conseille à tout le monde de lire ce serment d'Hippocrate mot par mot, phrase par phrase, et vous allez vous rendre compte que votre médecin devrait être votre ami le plus intime, parce que c'est lui qui a votre vie entre les mains, et sa décision, sa responsabilité va faire que ce qu'il dira, ou ce qu'il fera, ou ce qu'il ne fera pas, dépendra de votre vie ou de votre santé. Parce qu'on parle de vie, oui, mais nous avons autour de nous, Elisabeth est là pour témoigner avec son équipe, nous avons des personnes qui sont sous oxygène à vie, qui sont grabataires à vie. Tout ça, tout pour des privations de soins, pour des personnes qui n'ont pas eu de traitement et de diagnostic à temps. Nous avons une personne dans le film qui est en euthanasie, qui a perdu son fils, son petit-fils, qui a perdu le goût à la vie et qui a à peine 60 ans. Hussein avait à peine 70 ans. Et on ne peut pas dire que c'est une personne âgée en fin de vie. Non. Mais vivre dans une caravane sans électricité, sans eau, sans chauffe-eau, sans confort et sans soins, sans aide pendant plus de 2 ans, vous ne pouvez pas vaincre un diabète, une hypertension ou un cancer. Ça, c'est impossible. Et donc, chacun doit savoir qu'il suffit d'un fil pour continuer à vivre ou décéder. Et voilà pourquoi ce n'est plus une mission, ce n'est plus un devoir, ce n'est plus une vocation, c'est devenu un véritable combat. Combat pour la vie, combat pour la dignité, pour votre vie, pour votre dignité. Et donc on va le faire encore tous ensemble. Donc merci Gilles. Merci Gilles. Voilà. Alors, merci. Alors, pour clôturer cette conférence, est-ce que vous avez des questions ou une question à poser tant qu'on est tous ensemble? Parce qu'évidemment, je vais être honnête, je n'ai plus cette énergie pour pouvoir sauver ou aider plus de 10 000 personnes comme je l'ai fait avec Mme Elisabeth Befumeau il y a quelques années, mais vous êtes dans mon cœur, tous. Vous êtes à mes côtés depuis le début, donc vous aurez toujours mon aide, vous aurez toujours ma présence pour vous aider. Mais nous sommes maintenant une famille, nous sommes maintenant des personnes qui se battent pour cette dignité, celle des autres, puisque tu te bats maintenant pour ta fille. Donc je dis bravo à toi, respect à toi. Mais ta vie est un combat, donc on a des vies ainsi où on combat sans arrêt. Subir de la maltraitance en tant qu'enfant, en tant que femme battue, en tant que personne de plus de 60 ans, et maintenant se battre pour ses enfants et ses petits-enfants, je dis bravo Maryse, mais tu vois que c'est encore un combat qui est encore en cours aujourd'hui, maintenant à l'instant. Encore un problème de dignité. Donc c'est quand même important. Donc si vous avez des questions, tu as une question à poser? Oui. C'est une remarque par rapport au début de cette conférence où tu es intervenu chez une personne âgée oui. qui allait subir une euthanasie oui. utilisée à son insu. Oui. Est-ce que dans cette maison, est-ce que
je suppose, des enfants qui étaient présents. Est-ce que l'enfant qui est âgé aujourd'hui, mais je veux dire, est-ce qu'elle va faire une démarche auprès de la justice? Oui, oui. Que s'est-il passé, je dirais? Ben, je ne vais pas évidemment être dans le secret d'une enquête ou dans le secret d'une instruction, mais des moments où il y a un agissement d'enfant dans un but, je vais dire, financier, donc un patrimoine, une maison, des biens, des moments où ces enfants commencent à mettre de côté l'amour qu'ils devraient avoir pour leur père ou leur mère au profit d'argent, ben, on va jusqu'à abréger la vie, jusqu'à mettre en route une euthanasie, jusqu'à à mettre en route des injections. Et donc oui, il y a des enfants qui ont je vais dire, fait des démarches auprès de la justice, mais la justice est lente, puisqu'on est déjà maintenant à 10 jours. Ce monsieur n'est toujours pas protégé. Et donc, moi, ma dénonciation judiciaire par rapport à ce monsieur date du 24 janvier 2025, et nous sommes maintenant le 25 mars. Ça fait 3 mois presque, et donc il n'y a toujours rien qui a bougé au niveau du procureur du roi. Donc voilà. Alors, c'est un problème de société, donc que le budget soit là ou pas là, que la justice soit le dernier servi, ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est que ça doit bouger, ça doit changer, parce que la souffrance que j'ai vécue gamin, je peux savoir ce que c'est que souffrir. Souffrir parce qu'on est en manque de soins ou en manque d'aide. On a vécu avec Mme Béfumeau pendant cette crise des personnes avec des pneumonies, mais une pneumonie sans traitement, c'est agoniser, c'est être asphyxié. Et donc, comment est-ce que des enfants peuvent avoir un comportement aussi destructeur, aussi meurtrier par rapport à leurs parents, qui ont tout donné de leur vivant, qui ont donné de leur temps, de leur amour, du mieux possible, et qu'une fois que les parents ne servent plus, alors on agit dans l'intérêt du diable. Donc ça veut dire on est dans le mal le plus complet. Et ça existe plus qu'on ne pense. Voilà pourquoi le titre de la conférence, c'est la maltraitance invisible, c'est la maltraitance silencieuse, parce que dans une conférence de presse, il devrait y avoir des journalistes, ne fût-ce que quelques-uns, pour transmettre l'information auprès de la population. Ce n'est pas normal qu'on doit solliciter des victimes, qu'on doit solliciter des personnes extérieures aux autorités pour que la vérité et la justice soient rendues. Donc on est dans l'invisible. Alors en tant que médecin, il ne faut pas oublier que ce serment d'Hippocrate, cette dignité, ça veut dire qu'on se bat pour tous les combats. J'ai l'impression aujourd'hui que chacun mène son combat à sa façon. Et non, il faut combattre la dignité, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont combattre dans l'intérêt des enfants, d'autres dans la personne battue, mais il faut ne pas se diviser, il ne faut pas se séparer. L'emblème de la Belgique, c'est quand même l'union fait la force. Il faut que cette dignité soit dans la même structure de tout le monde. Et après, évidemment, on peut séparer les combats. Mais le problème, c'est que c'est très fatigant. J'ai fait Mons-Bruxelles plusieurs fois. Je suis à 300 000 km avec ma voiture sur quelques années pour pouvoir donner de la dignité à celui qui n'en a plus. Donc voilà. C'est toi? Est-ce qu'il y a encore une question? Maryse? Comment on a pu en arriver aussi loin? Manque de soins, encore maintenant je le vois, donc il n'y a même plus pour les personnes âgées, il y a pour les plus jeunes aussi. Les médecins qui font des graves erreurs, qui oublient, jusqu'à leur propre date d'opération, donc comment on a pu en arriver là? En réalité, le constat, il est simple, Maryse, et c'est difficile d'ouvrir les yeux sur ce constat. Nous sommes dans une société déshumanisée. Nous sommes dans une société où, je me souviens, quand j'étais jeune médecin, on avait un coup de téléphone, docteur, au secours, j'ai tel ou tel problème. Eh bien, on prenait sa voiture et on y allait et on réglait le problème, on trouvait une solution. Maintenant, il y a tellement cette humanité est maintenant en dernière position. C'est d'abord le confort, c'est l'argent, c'est un petit peu ce qui est facile à obtenir, les congés, les vacances, voilà, on devient égoïste. Alors si on est dans une société déshumanisée, qui est égoïste et qui est financière, alors ce sont les réponses à tes questions. Des moments où un monsieur ou une dame est en souffrance, ou un enfant qui doit être opéré aujourd'hui,
et qu'on te dit on ne t'opère pas, alors qu'on est devant un cas de maladie urgente, ben c'est la réponse que j'ai envie de te donner. C'est massacrer, c'est mépriser cette humanité, cette volonté de soigner, cette volonté d'apporter de l'empathie, de la bienveillance et surtout de la compétence. Parce que si chaque médecin ou chaque infirmier ou chaque soignant considérait son enfant comme le sien ou son patient comme son enfant, le monde irait beaucoup mieux. Hein. Donc cet égoïsme, ben oui, il laisse mourir des personnes. Comment est-ce qu'on peut, comme dans le film, comme on t'a dit à toi au téléphone, comment est-ce qu'on peut te dire je ne viendrai pas, tu ne viendras pas parce que tu as une infection, parce que tu as une complication, alors que c'est notre premier rôle en tant que soignant, c'est d'aller aider, c'est d'aller soulager des personnes qui en ont besoin. Mais dans les hôpitaux, on est débordés, on s'en sort plus. Dans les hôpitaux, ils sont Ils oublient tout, même. Ils oublient d'opérer leurs patients, ils oublient tout. Oui, mais non, c'est parce que... Oui, mais tu as raison, mais il ne faut pas oublier que dans les hôpitaux seront gérés par des hommes d'affaires. Ce n'est plus comme de mon temps, en 90, où c'était des médecins qui étaient des directeurs. Non, ce sont des hommes d'affaires. Le patient est un chiffre, le patient est un numéro. Et donc, d'ailleurs, maintenant, quand on va dans les hôpitaux, c'est des routes 112, non, on n'est plus dans l'humain, et les hôpitaux sont le meilleur exemple. Et voilà, la gestion d'un hôpital n'est plus la gestion de l'humain, c'est la gestion d'une société, c'est une entreprise qui doit être rentable grâce aux patients. Mais pas en faisant de la médecine de qualité, c'est simplement en faisant un nombre d'examens utiles, pas utiles. Et la souffrance de ton enfant, la souffrance que tu as, ils n'en ont rien à considérer. Hein. On vous avertit que c'est une opération assez grave, mais qu'elle restera là qu'une nuit, le lendemain, vous devez venir la chercher. Et que pendant un mois, elle va souffrir, ce sera à la maison. Oui, et donc on sort du cadre de la médecine d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle de pénurie, on parle de beaucoup de choses, mais c'est faux. Madame Béfumeau, qui est infirmière, ou Tania, ils peuvent faire une prise en charge complète. Ils font des prises de sang, ils font des examens eux-mêmes. Une infirmière n'est pas là que pour faire des toilettes. Et bien, quand on a la chance de travailler en équipe, à ce moment-là, on fait du bon travail sur le terrain. Et voilà pourquoi dans les hôpitaux, si on retire toutes les infirmières qui sont dans les hôpitaux, il n'y a plus rien qui fonctionne. Voilà. Alors, donc, mais par contre, le week-end, vous avez des médecins qui gagnent bien leur vie en étant de garde. Ah oui, pour ça, ils sont bien payés. Mais le problème, il est là. Le problème, c'est qu'il faut retirer, quand on est soignant, il faut retirer cette notion d'argent, cette notion de confort. Il faut un serment, et ce serment ne doit jamais être trahi ni méprisé. Parce que alors, c'est vous les victimes. Et tu le vis encore aujourd'hui. Voilà.